C'était supposé être un film de Donjons et Dragons. Ça a été un flop total, un des plus gros flops de l'histoire du cinéma. Absurde et rempli de clichés, d'après les critiques. On revient là-dessus dans un instant. Et c'est ça, c'est une puissance colossale, redoutable, terrible, capable d'anéantir des carrières entières. En 90 minutes, c'est Krull de 1983 de Peter Yates, qui a réalisé aussi Bullet avec Steve McQueen, qui est super bon. Et Krull, c'est excellent. Je vais le dire sans embâche, j'ai toujours aimé ça. J'aimais ça quand j'étais petit, j'ai aimé ça quand je l'ai ramassé en DVD, je l'ai écouté des tonnes de fois, je l'ai réécouté, pas au complet, mais juste hier, en fait, j'ai des images. C'est super bon, Krull, je comprends pas. C'est... Puis justement, je vais en reparler aujourd'hui. La chaîne s'appelle Pourquoi c'est bon, donc je vais vous dire les nombreuses qualités que je trouve facilement à ce film-là. Donc, c'est ça, je vais vous dire qu'est-ce que ça raconte, mais comme je disais, on va aussi parler rapidement vers la fin des critiques, puis de ce phénomène, ce phénomène des critiques, puis de haro sur le baudet, de se garrocher sur les films pour les piétiner, à coups de bottines cloutées, comme des enfants dans une cour d'école envers l'enfant qui est pas populaire, là, ce genre de truc-là. Parce qu'il y a un phénomène, là, bref, sur lequel on reviendra, puis on a commis une injustice scandaleuse, là, envers Krull. Bien que, je vais le dire, il y a bien des gens qui aiment pas ça. Ça aussi, peut-être qu'on en reparlera, mais tu sais, c'est ça. Je me suis fait faire, tu sais, il y a des gens qui m'ont regardé bizarre, là. Je pense à toi, Valérie. Quand j'ai dit que, tu sais, est-ce qu'on écoute Krull? C'est super. Mais, tu sais, bref, je vais vous dire pourquoi j'aime ça, puis j'aime ça pour vrai. J'aime vraiment beaucoup ce film-là, j'ai toujours aimé ça. Alors, puis évidemment, quand j'étais petit, que je l'écoutais avec mes amis en VHS, on aimait ça. Bon, bref, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, c'est un film de fantasy, science-fiction. C'est un mélange, une sorte d'hybride dans le Guerre des Étoiles, les Conan le Barbare, là, plus ou moins, avec une grosse saveur conte de fées. Et on a... alors, on est sur la lointaine planète Krull. Et on a le jeune et vigoureux prince Corwin. Il a des pantalons rayés. Et il se marie. Il va se marier avec la jeune et séduisante princesse Lisa. Les deux principales carrières qui furent détruites par ce film, ce sont hélas nos deux jeunes premiers et premières. Mais c'est ça, ils vont se marier, Corwin et Lisa, convolée en juste noces royales, mais la méchante bête, la redoutable bête avec un gros B, et sa forteresse volante qui vient de l'espace, d'une autre planète, eh bien, elle enlève la princesse. Parce que c'est ça qu'on fait quand on est un méchant dans un conte de fées. On enlève des princesses. Fait qu'il y a le livre, là. La bête, elle a le livre. Elle sait comment ça marche, là. Elle a fait son cours du soir du prince maléfique, là. Elle a son diplôme sur son mur, OK? Donc, c'est ça. Alors, elle kidnappe la princesse Lisa. Alors, le prince part à la rescousse de la princesse et enquête principalement de l'arme magique qui va lui permettre de battre la bête, hein, qui est énorme, c'est un truc gigantesque. La bête, c'est un genre de démon cosmique. Hein. Mais heureusement, il y a une arme magique qui lui permet de la buter, et elle s'appelle le glaive, cette arme. Vous l'avez vu sur l'affiche, c'est le genre d'épée, d'étoile ninja à 5 branches, qui est très cool, qu'on voit 2 minutes dans le film. Mais quand même, le glaive, il va partir à la quête du glaive. Et en route, eh bien, il va rencontrer, comme dans les contes des frères Grimm, il va recruter des compagnons. Alors, il va recruter 3 différents magiciens, d'après mes calculs. Il va recruter 9 bandits, dont un très jeune Liam Neeson, dont c'est son premier rôle. Il va recruter aussi un cyclope triste, qui est hyper cool. Je l'adore, ce personnage-là. Et bien d'autres mondes encore. Et ils vont affronter les armées
l'armée du méchant, des changeurs de forme sosies, là, qui prennent la forme, entre autres, du vieux Pépé, sorcier. Ils vont affronter des sables mouvants, ils vont affronter les armées de genre de Stormtroopers, Seigneur des Anneaux de la Bête, qui tirent des rayons laser, mais que c'est des épées en même temps. Leur truc, ils ont juste à changer leur fusil de bord, puis une baïonnette cosmique, essentiellement, qui tire des rayons laser. Comment peut-on ne pas aimer ça? Ils vont affronter des pièges avec des pics-pics, des gens d'affaires comme ça. Ils vont affronter la redoutable femme araignée dans son repère de toile d'araignée. Et bien sûr, ils vont affronter la bête. Et puis, ben, c'est ça, ils vont avoir mille et une aventures. C'est ça, ils vont avoir des chevaux qui volent, qui laissent des traînées de feu derrière eux. Il n'y a rien qui n'arrive pas dans ce film-là. Mais est-ce que nos héros vont réussir à libérer la princesse? Ou est-ce que c'est la méchante bête de l'espace qui va triompher pour une fois dans l'histoire de la fiction des contes de fées? Est-ce que le méchant pourrait, s'il vous plaît, finir avec la princesse? Ben, si c'est est-ce que c'est dans ce film-là que finalement le méchant va gagner, ou est-ce que le bien va triompher? Ben, une seule manière de le savoir, mesdames et messieurs, c'est d'écouter Krull. Moi, j'ai vraiment aimé ce film-là. J'aime vraiment, vraiment ça. Et voici pourquoi. Ben, c'est ça. Déjà, ben, OK, qu'est-ce qu'on critique au niveau du film? Je vais quand même commencer par ça. Ben, on critique principalement les effets spéciaux et l'incohérence de l'histoire. Puis je vais revenir un petit peu au fur et à mesure parce que, ben, les effets spéciaux... ben, l'incohérence de l'histoire, oui, mais je vais en reparler tantôt. Puis les effets spéciaux, je me pose des solides questions parce qu'il y en a qui sont un peu boboches. Somme toute. Mais, tu sais, bon, il y a des scènes de transformation. Il y a un des sorciers qui se transforme en animal, là. Il se transforme en chien, par exemple, ou en dinde, ou un truc comme ça. Puis c'est un gag, en oie, c'est ça. Le magicien, il se présente comme un sorcier hyper puissant. Puis c'est un gars dans sa, mettons, vingtaine, puis c'est ça. Puis il l'a pas pantoute. Fait qu'il veut se transformer en dragon, puis il se transforme en animal de basse-cour. C'est ce genre-là. Ben ouais, OK, les scènes de transformation, c'est un peu boboche. Il n'y avait pas de CGI à l'époque, ça paraît. Ben ouais, OK, c'est un peu cheap si on veut. Mais bon, les scènes dans l'espace, moi j'aime ça. Les scènes de rayon laser, un rayon laser, c'est cool. Moi, je trouve que ça marche. Puis principalement, ben c'est ça. Moi, visuellement, en vérité, je comprends pas comment est-ce qu'on peut regarder ce film-là puis avoir à redire au visuel parce que c'est visuellement splendide. Déjà, les effets spéciaux en général, wow, les chevaux, c'est ça, oui, là-dessus, il y a un argument, là. Mais tu sais, comparé à quoi? Tu sais, comparé à la Guerre des Étoiles puis l'Empire contre-attaque, à l'époque, c'est le sommet de l'art. Je veux bien, mais comparé à Conan le Barbare, les effets spéciaux là-dedans, le peu qu'il y a d'effets spéciaux magiques, c'est tout à fait dans ce ton-là, là. Puis le truc, c'est que pour le reste... le visuel du film est absolument grandiose et splendide. C'est très bien réalisé. Monsieur Yates a haï la réalisation du film. Le réalisateur, il a pris des vacances, apparemment, d'après Wikipédia. Il a pris des vacances en milieu de tournage parce qu'il était en train de faire un burn-out. Il haïssait ça, il comprenait pas le film, il voulait pas le faire. Ben, il a fait une super bonne job, il est super bon son film, c'est ça. Puis visuellement, c'est ça, c'est bien réalisé, tout marche essentiellement. Puis les scènes d'action, les scènes de combat, etc. Puis, mais c'est ça, visuellement, cet univers créé de toutes pièces, ok, de science-fiction, conte de fées, original pour une fois. Quoiqu'à l'époque, il y en avait beaucoup plus, des films, des univers originaux. Ben celui-ci, on y croit totalement. Puis il y a beaucoup, beaucoup de décors. Les décors, c'est ça, les décors, le palais du prince Corwin, c'est hyper impressionnant. C'est d'énormes décors. Je m'imagine qu'on tournait ça à Pinewood, là, qui ont ce qu'ils appellent des soundstages, là, c'est ça, des décors, des hangars énormes où construire leurs décors. Ben, ils en ont profité au maximum. Il y a un des décors qui est le palais de la bête. Puis le palais de la bête, c'est l'intérieur de la tête de la bête, essentiellement. Donc, on se promène sur les canaux de ses oreilles, essentiellement, les genres de trucs comme ça. Puis c'est hyper impressionnant, l'antre de la femme araignée, là. Ben, c'est ça, c'est une énorme caverne remplie de toiles d'araignée partout, etc. Il y a, bon, c'est ça, l'utilisation des couleurs, le vert, etc., la lumière, puis juste
la conception, la scénographie, là, si vous voulez, du truc, c'est tristement, excusez le gros mot, mais c'est tristement impressionnant. C'est super beau, là. C'est ça, comme je disais hier, juste pour me remettre les images en tête. Je regardais tu sais, j'ai passé 2 minutes à la fois. Le film est sur YouTube, là, je vous le dis. C'est là que je l'ai trouvé. Je l'ai en DVD aussi. Tu sais, il n'y a pas une seconde qui n'est pas visuellement époustouflante dans ce film-là. À cause des décors, principalement. Les costumes aussi, sincèrement, sont super bien, sont super cool, marchent très, très, très bien. Le design des monstres, moi, j'ai trouvé qu'il était super bon. Là, justement, les gens de Stormtrooper du méchant, là. Les gens de... Tu sais, ça, ils font un peu... Ça fait très Seigneur des Anneaux, honnêtement. Moi, je trouve le design des méchants, là, de l'armée des méchants. Mais le Cyclope, bon, c'est ça, son maquillage est super cool, le design est super cool. Fait que tous ces éléments-là, encore une fois, tout ce qui concerne le visuel, même si je conviens que ça paraît qu'il n'y avait pas soit le budget, soit l'équipe de la Garde des Étoiles là-dedans. Tu sais, moi, les effets spéciaux, moi, je les trouve plutôt cool, finalement, somme toute. Puis tout le reste, visuellement, c'est assez garoché par terre. C'est malade mental. C'est visuellement splendide. Bon, puis je vais, tu sais, je vais revenir sur l'histoire dans 30 secondes, là, mais non, en vérité, savez-vous quoi, je vais en parler tout de suite de l'histoire. Parce que l'autre truc qu'on reproche, entre autres, c'est que c'est décousu et ennuyeux. Ben déjà, parlons de la partie ennuyeuse. Là. OK? Tu sais, déjà, c'est intéressant parce que décousu et ennuyeux, c'est en quelque part plus ou moins contradictoire. Parce que c'est le problème au niveau de l'intrigue, il y en a un quand même, là. C'est que justement, ça saute du coq à l'âne assez régulièrement. Où les épisodes s'enchaînent les uns les autres, comme une sorte de brochette de rebondissement, ça arrête jamais. Bon, fait que, ouais, ok, le sosie du vieux modem, puis la femme araignée, puis le ci, puis le ça, c'est une succession d'épisodes rocambolesques. C'est ça, l'un n'attend pas l'autre. Ben, c'est pas la description d'un film plate, ça. Si à toutes les 5 minutes, il se passe une nouvelle affaire, puis il y a une nouvelle scène d'action, puis un nouveau truc d'effets spéciaux pas possible, un nouveau décor immense avec une bataille, avec c'est ça, 50 soldats qui lancent des rayons laser de l'autre côté, puis des combats d'épée, puis le cyclope qui lance ses javelots, puis un tel meurt, puis telle autre affaire, puis le repère des brigands, puis les chevaux volants dont j'ai parlé avec leur traînée de feu derrière eux autres. Ben écoutez, là, si ça vous ennuie, là, je vous appelle. Ça m'a fait penser, je pensais à ça tantôt. Si vous faites une fête pour enfants, pour l'anniversaire de votre filleule, mettons, OK? Puis que vous invitez tous les enfants du voisinage, là, OK? Il y en a 250, là, OK? Puis vous faites venir, tu sais, il y a 300 cadeaux, hein? Puis il y a un buffet avec un punch, puis tout ça. Vous avez fait venir Ronald McDonald, vous avez fait venir le cirque avec les éléphants, OK? Il y a une piscine, il y a le truc, le château gonflable que tu peux sauter dedans. Il n'y a rien qu'il n'y a pas, OK? Il y a un orchestre, OK? Vous avez réussi à réunir Led Zeppelin, puis vous les faisiez jouer dans votre cour, puis votre enfant s'ennuie. Ben, c'est pas vous le problème, puis c'est pas votre party, c'est l'enfant, c'est le gamin, voyez-vous. Fait que c'est un peu ça, si on s'ennuie en regardant Krull. C'est ça, c'est une succession ininterrompue de rebondissements, d'effets spéciaux, puis de combats de rayons laser, puis de monstres, puis de géants, vous ennuie. Ben, je vous plains. OK? Mais, encore une fois, la critique légitime qu'on pourrait faire là-dessus, c'est que on croit moins aux personnages ou précisément parce que il y a tellement de rebondissements, on n'a pas le temps de s'attacher. Puis je vais vous parler des critiques tantôt, il y en a un qui dit quelque chose comme ça. Mais à quel point est-ce vraiment de bonne foi? Là, parce que c'est une histoire, c'est un conte de fées, encore une fois. C'est une logique de conte de fées. Puis on se souviendra, OK, que raconte notre histoire? Hein? Il y a un royaume avec un prince puis une princesse, puis elle se fait enlever par le méchant sorcier, barre oblique démon, barre oblique monstre. La princesse, elle se fait enlever, le prince va la sauver dans un monde magique avec des cyclopes, puis des géants, puis des magiciens. C'est un conte de fées, ça, mesdames et messieurs. Fait que ouais, ok, ça a la profondeur psychologique, si on veut, d'un conte de fées. Puis même là, pas tant que ça, parce qu'il y a un paquet de détails hyper touchants là-dedans. C'est ça, le jeune sorcier incompétent dont je parlais qui se transforme en oie puis en chien. Ben c'est ça, il se transforme en chien à un moment donné parce qu'il y a
Il y a un petit gars qui, je pense que ses parents sont morts, puis il est en deuil. Une affaire comme ça, ça fait longtemps que je l'ai vu encore une fois, là. Je l'ai pas réécouté pour l'intrigue récemment, mais c'est un genre de truc comme ça. Il y a un petit gars qui a de la peine, qui s'est joint au groupe, puis le sorcier, le jeune magicien, tu sais, qui a un discours. À toutes les fois qu'il parle de lui-même, il fait un discours haut en couleur, très très long, pour dire à quel point il est puissant, puis etc. Puis il est un peu ridicule. Mais là, il voit que cet enfant-là a de la peine, puis lui, il veut avoir un chien, on le sait, il nous le dit. Ça fait que tu sais, le sorcier, il se transforme en chien, puis il se fait passer pour le chien, puis où est rendu Peter Parker? On le voit jamais en même temps que le chien. Où est Clark Kent? On le voit jamais en même temps que le chien, mais c'est une pure coïncidence, voyez-vous. Puis le petit gars, il a son chien dans ses bras, puis il est content. Ben, tu sais, on a un personnage avec une sorte de profondeur et d'ambiguïté, qui est le jeune sorcier, puis qui est ridicule, mais en même temps qui est sensible, puis il fait de la peine, il fait plaisir au petit gars, puis c'est bon, c'est pas si pire que ça quand même, c'est ça. Puis un des pas tout à fait pareil, mais un des bandits, il est joué par Robbie Robertson, je pense un chanteur qui est aussi acteur, je pense qu'il joue dans les Harry Potter, ne me souviens pas, je n'ai pas vu les films Harry Potter. Mais tu sais, c'est ça, il tape sur la tête d'un des vilains, puis là, oh mon âme, tu sais, il y a des gags visuels, dont un qui implique ce gars-là en particulier, qui sont des petits gags amusants, hein, puis c'est ça, donc, tu sais, ouais, ça affecte moins la profondeur de l'intrigue, mais c'est pour vous dire que, tu sais, c'est ça, ils ont pris une histoire de conte de fées avec des rebondissements, puis ils ont mis des petits gags, puis des petites touches de profondeur, puis plus que des petites touches dans bien des cas, parce que le Cyclope, un des trucs vraiment les plus mémorables du film, qu'il y en a beaucoup, en fait, des trucs mémorables dans le film, mais un des trucs les plus mémorables, c'est que ce cyclope géant qu'on rencontre en cours de route, qui va rejoindre notre bande de guélurons, tous les cyclopes sont tristes dans cet univers, et au début, on croit qu'ils sont menaçants, mais non, rassurez-vous, les cyclopes sont gentils, donc les géants gentils. Et pourquoi sont-ils tristes? Parce que très très loin dans le passé, à une époque antédiluvienne, ils voulaient connaître l'avenir. Ils voulaient avoir le pouvoir de connaître l'avenir et ils sont allés voir la bête, notre sorcier, pour lui demander de leur accorder le pouvoir. Ils ont fait un pacte avec la bête, essentiellement, ne sachant pas sans doute à quel point elle était méchante. Et la bête leur a accordé ce pouvoir de lire l'avenir, mais seulement l'avenir qui concerne le moment de leur propre mort, voyez-vous. Puis c'est ça, c'est pour ça que les cyclopes sont tristes, parce qu'ils savent le moment exact où est-ce qu'ils vont mourir, puis ils voient leur vie raccourcir à tous les jours, puis tout ça, puis justement, évidemment, dans le film, ça rentre en jeu dans l'intrigue, à un moment donné. À bientôt, ami cyclope, puis il fait un bébé triste, ok, bon. Ben, qu'est-ce qui est pas cool là-dedans? Qu'est-ce qui est pas super brillant, puis profond, puis sensible dans ce détail-là du cyclope triste là, qui voit le moment de sa propre mort? C'est ça, qu'est-ce qui est plate et ennuyeux et minable et grotesque dans ce détail-là? T'sais, encore une fois, je vous renvoie à mon truc avec la fête pour enfants, là, c'est ça. Puis je pense qu'il n'y a pas rien que ça aussi, je pense qu'il y a un phénomène, mais sur lequel je reviendrai tantôt. Ça pour dire que, bon, dans ce film-là, d'autres détails que j'ai mentionnés, ben, je l'ai parlé des acteurs vite fait, c'est ça, tout le monde est super bon. C'est tourné en Angleterre, j'ai parlé de Liam Neeson, etc. Mais il y a Freddie Jones, je pense qu'il s'appelle, c'est ça son nom? Ouais, Freddie Jones qui a joué dans énormément. Vous allez sans doute le reconnaître si vous avez vu un tout petit peu de films de science-fiction des années 60, les films de la Hammer ou certainement les films de David Lynch. Il a joué dans beaucoup de films de David Lynch. Ben, c'est ça, Freddie Jones, ce qu'on appelle un caractère acteur, là. Un acteur de répertoire essentiellement. Ben, un de ces très, 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 très nombreux acteurs britanniques d'une extrême compétence. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dans l'eau potable en Angleterre. Ben, ils mettent du Shakespeare, c'est ça qu'ils mettent. Parce que les acteurs en Angleterre sont pratiquement tout le temps excellents, 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 excellents. Puis je pense que je me suis posé la question, c'est une hypothèse, là, je ne suis pas allé vérifier, mais les acteurs, certainement à cette époque-là, je soupçonne qu'ils devaient jouer beaucoup de Shakespeare,
Puis quand tu joues du Shakespeare dans ta troupe, des fois tu joues le roi Lear, mais des fois tu joues le gars qui porte la lance, hein, en arrière. Puis, puis je me demande si j'ai pas déjà vu, encore une fois, ne me citez pas, là, j'y vais de mémoire, je n'ai pas vérifié. Mais tu sais, à tous les coups, tu es susceptible de jouer un soir le roi Lear et le lendemain le gars qui porte la lance. Peut-être pas dans la même pièce, mais c'est ça. Donc tu joues tout le monde, en fait. Puis tu joues tous les soirs, tu joues beaucoup, etc. Donc le fait est que, est-ce que c'est pour ça, est-ce que c'est pour d'autres choses? Le fait est que les acteurs britanniques, règle générale, ils sont pratiquement tout le temps excellents. J'en ai parlé dans d'autres chaînes, mais ça mérite d'autres vidéos, là, mais ça mérite d'être répété encore une fois, puis ça apparaît. Mais quand tu as un film tourné en Angleterre, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde est super bon, puis ça paraît énormément. Ça rajoute vraiment beaucoup de profondeur à ton film. Quand l'aubergiste ou le gars qui dit, tu sais, le gars qui te passe les patates dans la scène à l'auberge est super bon, ben ça paraît, quoi. Donc, c'est ça qu'on a là-dedans. Donc, voilà, le magicien incompétent, j'ai mentionné, il n'est pas connu du tout, mais il s'appelle David Batley. C'est, à beaucoup de points de vue, il vole le show avec le Cyclope. Je n'ai pas noté son nom, le gars qui joue le Cyclope, mais il est super bon. Liam Neeson, premier rôle, il est très très bon, charismatique. Nos deux acteurs principaux, la fille Lisette Anthony, elle n'est pas mémorable, si je suis bien sincère, la princesse, mais elle a quand même joué dans Marie et femme de Woody Allen. Ça fait que Woody Allen la trouvait quand même assez bonne pour la recruter dans son écurie. Puis c'est ça, on oublie ça aujourd'hui, mais aller jusqu'à pas loin, on va dire les années 2000, certainement années 90, 80-90, être recruté pour jouer dans un film de Woody Allen, ça voulait dire que tu étais bon. Okay? Parce qu'il recrutait systématiquement des bons acteurs et des bons acteurs pas toujours connus, populaires ou même respectés. Là. Il a remonté la carrière de Martin Landau, par exemple, dans Crime et délit, etc. Donc c'est ça. Donc le fait est que quand quelqu'un... C'est ça. Quand il a mis Madonna dans un... il a mis Madonna dans Shadows and Fog. Mais elle était bonne là-dedans. Peu importe. OK. Lisette Anthony fait la princesse correcte. Kenneth Marshall, le principal, dont la carrière n'a pas été tout à fait détruite, mais parce qu'il a joué dans plein d'autres films, il a joué dans Deep Space Nine. C'est lui qui fait notre jeune premier, le prince Corwin. C'est ça, Kenneth Marshall, sa carrière n'a pas été détruite parce qu'il a travaillé toute sa vie quand même, mais c'est le moment où il a cessé d'être jeune premier. Puis, si vous avez vu Marco Polo, alors, c'est ça. À l'époque, dans les années 80, il y avait des mini-séries. Puis moi, j'avais genre 10 ans quand Marco Polo est sorti. Puis c'était avec le même gars. Puis ça avait pas mal pogné. Il avait même vendu des livres pour enfants. Mon frère l'avait, etc. Puis ça a pogné en énorme partie parce que Kenneth Marshall, il est hyper charismatique, en fait. D'une certaine manière, il crève l'écran. Okay? Il y a un charme naturel, il y a une joie de vivre naturelle, il y a de la fougue, puis de la vigueur, il y a de l'air intelligent. Il y a beaucoup de qualités comme ça qui font que, ben c'est ça, dans Marco Polo, il était très, 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 très bon. Puis tu le regardais, puis tu étais là, c'est qui ce gars-là? Ben c'est le gars qui a joué dans Krull, puis après, il n'y a plus de gros rôles. C'est ça. Donc, c'est ça, comme je disais, il y a eu un rôle important dans Deep Space Nine plus tard, mais on le reconnaît même pas déjà, à cause de ses cheveux puis tout ça. Puis il fait l'agent de sécurité qui devient un traître à un moment donné. Bon, spoilers, là, divulgachés. Bref, c'est ça. Mais le fait est qu'il est excellent, puis les culottes rayées lui vont très très bien. Fait que les acteurs sont super bons. Puis l'intrigue, j'en ai parlé, ben c'est ça, c'est un conte de fées avec un paquet de rebondissements. Tu sais, faut critiquer les choses pour ce qu'elles sont, là. Puis encore une fois, je vous renvoie à la Guerre des Étoiles. Ben c'est super bon, la Guerre des Étoiles, mais à quel point c'est tant si différent que ça, là. Tu sais, vous ferez l'exercice, là. Puis pourquoi est-ce que Krull est considéré comme un nanar total, puis un navet fini, puis une histoire pourrie, puis la Guerre des Étoiles est considérée comme un grand chef-d'œuvre du cinéma? Ce que c'est. OK, mais pourquoi est-ce que, bon, l'intrigue est considérée comme correcte dans la Guerre des Étoiles? Parce que la Guerre des Étoiles a fait de l'argent. Ça serait mon hypothèse, voyez-vous. C'est ça le truc. Bon, fait que c'est ça, puis je vais y revenir, parce que ultimement, c'est ça, pas pour casser le party, mais il y a tout le temps quand il y a vraiment un lien assez direct entre la manière dont les
les gens qui font des films, certainement dans l'industrie américaine, barre oblique anglaise, c'est un film britannique en principe, produit, je pense, par EMI Thorne, un truc comme ça. J'ai vu ça sur Wikipédia tantôt. Mais la maison de production, la compagnie de production fondamentale, c'est Columbia. Ça a été distribué, en tout cas, par Columbia. Donc, c'est ça. C'est une production, on va dire, anglo-américaine. Puis, ben, les films anglo-américains, très, très, très souvent, quand ils pognent pas, vous remarquerez que les gens, tout le monde qui est impliqué se met à dire à quel point c'est mauvais, à quel point c'est un des films les plus artistiquement épouvantables qu'ils ont fait dans leur vie, les plus honteux qu'ils ont fait dans leur vie, et très, 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 très souvent, ils vont mentionner les effets spéciaux. Tu sais. J'ai parlé de Ghost of Mars récemment, comme il s'appelle Ice Cube en entrevue, c'est ça qu'il dit. Ah, c'est quoi le pire film que vous avez fait? Ah, le pire film que j'ai fait, dit Monsieur Ice Cube, c'est Ghost of Mars. Quel boost total! Quel film honteux! C'est ça, c'est un nanar total. Et les effets spéciaux n'ont pas d'allure. Bon. Ben, mais Ghost of Mars est un film qui a perdu de l'argent, qui n'a pas marché. Puis, je vois rarement les gens critiquer les effets spéciaux et dire que c'est une bouse totale quand le film fait 300-400 millions. Ou 1 milliard, ou peu importe. Il y a une corrélation, là. Avant de lire mes critiques, là, j'ai embrayé sur les critiques, là, parce que j'en ai cité quelques-unes, j'en ai relayé quelques-unes, juste pour vous dire que il se passe quelque chose, là. Règle générale, je remarque depuis un moment, là, OK, en allant voir les critiques des films que je regarde, puis depuis plusieurs années, depuis au moins Fight Club, en vérité, qui avait été démoli par les critiques. Puis Fight Club qui avait eu un énorme succès, mais aussi qui avait été critiqué pour des raisons politiques, en fait. Puis par des gens qu'on ne soupçonnerait pas de ce genre de pratique. Roger Ebert en particulier, qui avait dit que c'était un film fasciste, je sais pas trop quoi, tu sais. Puis, l'as-tu vu, Roger? As-tu regardé le film, avant de dire ça? Parce que c'est le contraire de ça, c'est pas du tout ça, là. Bref, mais juste dire avant les critiques qu'il y a un dernier truc qui est vraiment très cool dans le film, qui aide beaucoup, puis j'en ai peut-être oublié, mais le dernier que je veux dire, c'est la musique. Puis rapidement, en 30 secondes, la musique, elle est du même gars qui a fait Star Trek 2, James Horner. Donc le même gars qui a fait la musique de Star Trek 2 et qui a aussi fait avant Battle Beyond the Stars et après un paquet de films que vous connaissez. Je n'ai pas listé, là, mais James Horner, c'est un des gros gars de la trame sonore du film anglo-américain. Ben, c'est ça. Puis bon, il a fait Star Trek 2 et Battle Beyond the Stars. Et si vous avez aimé la trame sonore de Star Trek 2 et Battle Beyond the Stars, vous allez adorer Serre de Crulle parce que c'est la même. C'est exact. C'est la même. Il y a 3-4 notes. Je veux dire, c'est étonnant à quel point c'est exactement le même thème. Là. Le thème, quand Khan attaque l'entreprise, le Reliant attaque l'entreprise dans Star Trek 2, là, les scènes de bataille, ce thème-là, il revient là-dedans, puis il revient dans l'autre. Puis c'est peut-être justement parce que le film avait quand même pas un gros budget, apparemment. Puis, ben, je présume que M. Horner avait pas beaucoup de temps pour écrire sa trame sonore, puis qu'il avait dû travailler assez fort sur les autres, puis l'orchestration est super bonne. Tu sais, puis ça prend beaucoup de temps, finalement, écrire des trames sonores comme ça. Tu sais, écrire pour un orchestre, ça prend des compétences, puis ça prend du temps quand même. Puis faire l'orchestration. Fait que je présume qu'il a voulu sauver du temps comme ça. Mais vous allez reconnaître, disons, vous allez trouver que ça se ressemble pas mal. Vous allez vous demander comme moi, coudon, il me semble que j'ai déjà entendu ça. Est-ce que c'est la même? Ben oui. Mais c'est bon pareil, il a changé 2-3 notes, ça fait que légalement c'est d'autres choses. Mais en tout cas, le fait est que elle est super bonne la musique. Mais ok, parlons des critiques. Puis là, je vais finir là-dessus. Mon message ici, c'est qu'il faut pas les croire. Puis, c'est qu'il y a du truc politique dans les critiques en général. Puis, je veux pas forcément dire, c'est pas théorie du complot, là, mais il y a tellement systématiquement de la mauvaise foi. Je vais vous dire des citations, je vais vous en lire rapidement, puis vous ferez votre propre opinion. Mais je vais en lire ici, puis vous irez checker si vous êtes intéressé ou vous prêterez attention
dans les mois qui viennent, si vous voulez. Là, de temps en temps, ça donnera quand vous tombez sur des critiques de films. Si vous ne reconnaissez pas un peu des mêmes trucs, là, puis le truc politique, je vais lire les citations, puis je vais faire mon petit commentaire politique après, puis je parle de politique hollywoodienne, essentiellement, politique de studio, mais aussi ce qu'on entend en général par politique, mais pas forcément de la manière que l'on croit. Bref, les citations. Très rapidement. J'ai tout pris ça sur Wikipédia. Ben, déjà, sur Rotten Tomatoes, ben c'est ça, moi je vous ai présenté pourquoi je trouve que c'est excellent Krull, puis sincèrement, je comprends, je sais qu'il y a du monde qui aime pas ça, je comprends pas, je comprends juste pas. Ben, c'est cool, hein, tous les goûts sont dans la nature, etc., mais... Ben, c'est ça. Pour moi, ce que j'ai décrit là, pour moi, c'est un bon film, tu sais. Bon. Mais sur Rotten Tomatoes, qui est la principale, tu sais, tout le monde le sait, Rotten Tomatoes présentement, c'est l'arbitre du bon goût. Tu sais, les gens se fient à Rotten Tomatoes, c'est ça qui... C'est ça la référence, okay? C'est ça l'autorité. Et sur Rotten Tomatoes, qui est un agrégateur de critiques, essentiellement, on nous apprend, d'après Wikipédia, que 35% des 26 critiques sont positives, avec une note, donc c'est très poche, c'est très mauvais pour Krull, 65%, donc des gens trouvent que c'est pas bon, des critiques, et la cote moyenne, c'est 4,4 sur 10. Ça est très mal. Et alors, le consensus du site web, le consensus de Rotten Tomatoes, je vais le lire en anglais, je vais le traduire après, c'est While nostalgic fans may view it through rose-colored glasses, this would-be sci-fi epic is painfully derivative. Hein? Alors, ça veut dire, ça dit donc, bien que les amateurs, les fans, les amateurs nostalgiques, dont moi, vont peut-être regarder ce film à travers, puis là, il y a un jeu de mots un peu lourd et foireux. Il y a un jeu de mots qui est Rose-Colored Glasses. Lourd et foireux, mais quand même bien trouvé, il faut le dire. Cette soi-disant épopée de science-fiction est, puis là, painfully derivative, et douloureusement, manque douloureusement d'originalité, grosso modo. Puis c'est ça. Puis il y a des mots là-dedans qui sont durs à traduire. Ben, déjà, le jeu de mots n'est pas possible à traduire, mais notons que qu'est-ce qu'il dit, ce jeu de mots-là? Ce jeu de mots-là dit, tu sais, Rose-Colored Glasses. Il dit, ce film, tu sais, quels sont les arguments ici? Ben, il y a des gens qui aiment ça, les amateurs nostalgiques, dont moi, mais ils sont aveuglés par leur nostalgie, donc ils manquent d'objectivité, parce qu'ils voient à travers leurs rose-colored glasses, et ils sont certainement moins intelligents que moi qui ai écrit cette critique, parce que je viens de faire le jeu de mots brillant que vous venez de lire, n'est-ce pas? Fait que moi, je suis intelligent, puis eux, ils le sont pas. Puis on le sait d'autant plus qu'ils sont pas intelligents, puis que moi, je le suis. Moi qui ai écrit la critique de Rotten Tomatoes, c'est le résumé, hein, parce que je les méprise. T'sais, puis notez ça, parce que dans tout ça, il y a beaucoup de mépris, en fait. T'sais. Puis le mépris, ben, j'ai parlé de la fête d'enfants tantôt. Qu'est-ce que c'est le mépris? Le mépris, c'est une émotion de cours d'école, essentiellement. Le mépris, c'est l'émotion qu'on ressent quand on fait partie du groupe dominant ou quand on domine quelqu'un, puis qu'on n'a pas besoin de se justifier dans notre domination. Quand on écrase quelqu'un, puis que la personne est écrasée, puis qu'on triomphe par le simple fait qu'on est là, puis qu'on existe, puis qu'on occupe cette position-là, okay, de par ce simple fait, à ce moment-là, on éprouve du mépris. C'est toujours le dominant qui éprouve du mépris. Okay? Ce que le méprisé, ce que le dominé éprouve, lui, c'est du ressentiment. Puis on remarquera que c'est ça, le mépris, collectivement, c'est très bien vu, en fait. C'est socialement très accepté. Mais le ressentiment, c'est très, très mal. Jésus n'aime pas ça, d'après les curés. Mais le mépris, ça, c'est correct. Ça, le mépris, ça passe très, très bien parce qu'on le voit 300 fois par jour, puis il passe complètement
de manière inaperçue, comme dans ce commentaire-là ici. Puis, painfully derivative. Donc, le film... Donc, derivative, ça veut dire que c'est copié d'un paquet d'affaires. Ben oui, c'est copié de tous les contes de fées depuis l'histoire du conte de fées. Puis c'est copié La Guerre des Étoiles comme la moitié des films qui sont sortis après La Guerre des Étoiles. Puis si on veut copier le Conan le Barbare parce qu'il y a des épées, là, si on veut, là, fait que ouais, ok, n'importe quoi qui a des épées est une copie de quelque chose, là, si on veut, mettons, tu sais, mais ouais, ok, mais tu sais, c'est ça, c'est des lieux communs, t'sais, comme La Guerre des Étoiles, c'est pris dans des... C'est ça, puis painfully, douloureusement, un film tellement mauvais que on éprouve de la douleur en le regardant. Puis si on regarde les autres, tu sais, les autres films, les autres commentaires, les autres critiques. Je vais passer rapidement les autres, je ne vais pas passer 3 heures là-dessus, là, mais tu sais, Variety, donc le gros journal de l'industrie hollywoodienne, l'organe de l'industrie, ok, la voix de l'industrie du cinéma à Hollywood. Si tu veux monter de grade à Hollywood, tu lis Variety. Okay? C'est un acteur, un figurant qui va être réalisateur, tu te mets à lire Variety. Il doit y avoir des blagues là-dedans dans Bowfinger. Okay? Bon, ben, Variety dit blatantly derivative, encore une fois, ce mot-là. Puis derivative, c'est un mot que, encore une fois, on n'a pas vraiment ça en français, mais blatantly derivative, hodgepodge of Excalibur meets Star Wars. Puis encore une fois, ici, ok, c'est une copie de La Guerre des Étoiles puis de Excalibur. Ou est-ce que vous avez... Puis là, je dis ça, j'ai lu ça, mais as-tu vu Excalibur? Parce que, ouais, il y a des épées puis il y a des magiciens. Okay. Mais pourquoi est-ce qu'il a mis ça? Parce qu'il voulait dire une copie de ça puis ça. Il a sorti ça de son chapeau. OK? Parce qu'il n'y a aucun point commun. Quels sont les points communs entre Excalibur et ce film-là? Ben, c'est britannique. Ça, je veux bien. Il y a des acteurs avec un accent anglais. OK. Puis il y a des épées. C'est vrai. Puis il y a des magiciens. C'est vrai. Ouais. OK. Ben, c'est ça. Painfully derivative. Et la scène de mariage, là. OK. Comment est-ce qu'ils font le mariage là-dedans? C'est quoi là? Ben, ils ont inventé une cérémonie où est-ce qu'il y a une fontaine, il y a un bassin d'eau. Puis là, ils font un truc magico-magique. Puis il y a une flamme qui apparaît. Puis là, il y a un prêtre qui dit une phrase magique. T'sais. Puis là, le jeune héros, Corwin, le jeune prince, il ramasse la flamme dans sa main parce que c'est magique. Puis là, il dit la phrase magique du mariage. Puis là, il dépose la flamme dans la paume de la main de la princesse, puis il dit quelque chose de magique, puis elle a dit quelque chose. Bon, c'est pas mon bout préféré, mais c'est original, voyez-vous. Hein? Il est où le painfully dérivative là-dedans? Ben, c'est ça. Puis, ouais, l'idée que la bête et le château de la bête, c'est l'intérieur de sa tête, puis comme je disais, la fille se promène dans les canaux, c'est ses veines, essentiellement, ce genre d'affaires-là. C'est génial, ça, c'est absolument génial. T'sais, qu'est-ce qui est painfully dérivative, encore une fois? Bon, puis c'est ça, Freddy Jones, encore une fois, je vous vends un petit peu les punchs, c'est pas la fin du monde, c'est un conte de fées. Mais tu sais, bon, l'affaire du Cyclope, j'en ai parlé, c'est super cool, là, honnêtement, là, tu sais, puis il n'y a pas ça dans Excalibur, voyez-vous, hein? Tu sais, puis c'est ça, Freddy Jones, il va voir la princesse araignée, puis ouais, tu sais, ils sont supposés passer par le chemin A, puis finalement, ils passent par le chemin B. Fait que ça fait Gandalf avec Moria, puis la montagne et Moria. Ça, je veux bien, ce détail-là. Mais le traitement est complètement différent, puis finalement, il faut pas aller dans l'équivalent de Moria là-dedans, pas parce qu'il y a un balrog ou quoi que ce soit, ou des orques, mais parce qu'il y a la princesse araignée, puis la princesse araignée, c'est son ancienne copine. Puis, il va trahir, en vérité, son ancienne copine. Hein, quand même. T'sais, parce que c'est ça. Parce qu'il faut qu'il passe par là, il va retourner voir son ancienne copine qui est devenue la femme araignée. Puis qui est devenue la femme araignée, apprend-on pendant la séquence, parce que lui, il l'a quitté. Parce que je me rappelle pas pourquoi, peut-être par ambition magique, un peu comme le Capitaine Kirk qui a quitté la fille dans Star Trek 2, là, un peu ce genre d'affaire-là. Je me rappelle pas ça. Okay. Mais c'est un peu ce genre d'affaire-là. Il l'a quitté pas parce qu'il l'aimait pas, mais parce que ça marchait pas ou parce qu'il voulait faire d'autres choses. Tu sais, genre de raison comme ça. Il l'aime encore, en vérité. Il est nostalgique, mais tous les deux sont rendus vieux déjà. Ça fait qu'il y a tout ça qui embarque.
Puis là, il dit, OK, bon, ben, parce qu'il faut qu'on traverse, tu sais, c'est ça, parce qu'on cherche la forteresse, puis qu'on a du méchant, puis on a besoin de passer par un chemin, puis A est pas possible, il faut qu'on passe par B. La reine araignée, la princesse araignée nous fera jamais passer, sauf si moi, je lui invente une histoire comme quoi je vais revenir avec, pour gagner du temps. Fait que c'est ça qu'ils font. Fait qu'il va voir l'ancien amour de sa vie, dont il a brisé le cœur, puis qui a transformé, puis ayant eu le cœur brisé, elle est devenue ce monstre maléfique qui tisse sa toile, mais c'est pas juste maléfique, c'est tragique en vérité. Il y a une ambivalence, là. C'est très mythologique en vérité. Puis il va aller lui faire semblant, lui faire croire qu'il va revenir avec, ou qu'il l'aime encore, ou peu importe, jusqu'au moment où elle va se rendre compte qu'il fait ça pour... qu'il lui a menti, qu'il l'a manipulé pour permettre à ses copains de passer. Puis c'est ça que c'est explicitement ça. Il y a une ambiguïté morale énorme là-dedans. Puis non seulement il fait ça, puis encore une fois, divulgâché pour le film, mais il fait ça sachant qu'il va mourir. Là. Il sait qu'elle va le tuer, essentiellement. Il se sacrifie moralement et physiquement pour ça. Qu'est-ce qui est pas génial là, dans ce truc-là? Qu'est-ce qui est pas profond? Okay? Qu'est-ce qui est copié d'un million d'affaires? Là? Y a-tu ça dans la Guerre des Étoiles? Y a-tu ça dans Excalibur? Y a-tu ça dans Beastmaster, là, qui va être mentionné dans un instant? Ben non, puis ouais, ok, le truc, il change de chemin, ça fait Gandalf, ben ouais, puis je voudrais savoir que Tolkien, là, ok, je suis en train de lire des trucs grecs, là, l'idée, par exemple, qu'il allume dans le Seigneur des Anneaux, dans les deux tours, là, quand il allume les brasiers pour envoyer un signal là, pour dire que je pense que Minas Tirith a besoin d'aide, là, hein? Puis il allume toutes les torches là, à travers les montagnes, puis là, Gondor va répondre à l'appel. Ben, c'est où est-ce qu'il a pris ça? Il a pris ça dans Aristote, voyez-vous. Je l'ai lu à matin. J'ai lu le texte, hein, c'est pseudo-Aristote, dans le Traité du ciel, je pense. Peu importe, là, j'en lis beaucoup, je les mélange, là, mais il a pris ça dans un texte d'Antiquité, puis on sait d'autant plus que c'est probablement, qu'il a pris ça là-dedans, parce que ça fait plein de fois que je tombe sur des affaires qu'il a pris là-dedans. Je me demande si Minas Tirith, il n'a pas pris le nom là-dedans, là, mais au moins une des parties du nom. Mais ça, je suis pas certain, mais c'est pour dire que c'est ça, tout le monde fait ça, David Bowie a piqué la moitié de ses affaires à tout le monde, il l'a dit. C'est ça, c'est correct, là. Même ça marche, là. C'est pas grave, là, prendre une idée à quelqu'un tant que tu la réutilises avec génie et que tu fais de quoi de nouveau avec. Tu fais de quoi d'intéressant, tu fais de quoi d'amusant, tu fais de quoi d'intriguant. Puis on fait ça parce qu'il y a une puissance d'évocation. Encore une fois, je vous renvoie au conte de fées. Fait que ouais, la princesse kidnappée par le méchant sorcier, puis le prince va la chercher, bon, c'est un truc fondamental de notre psyché, on réagit par rapport à ça. C'est ça, il y a une raison pour laquelle tout le monde raconte les mêmes histoires depuis 10 000 ans. C'est un peu ça. Fait que voilà. Fait que les critiques, bon, ok. Puis après ça, c'est ça justement, il dit, ok, bon, les acteurs sont bons. The mainly British actors keep things from becoming genuinely dull or laughable. Ça, c'est Variety toujours. Donc, ennuyeux au ridicule. Puis c'est tout le temps ça. Ah, c'est plate à mort. Ah, c'est ridicule. On rit des effets spéciaux. Puis ça, c'est très, très, très hyper fréquent dans la critique américaine. Puis c'est rentré dans la culture populaire de rire des effets spéciaux d'un film. Ben, qu'est-ce qui détermine principalement les effets spéciaux d'un film? C'est le budget. Fait que quand tu ris d'un film qui a des effets spéciaux que tu trouves moins bons, ok, tu ris du budget du film. C'est ça, tu ris du fait qu'ils sont pauvres. Ils n'ont pas les moyens. OK? Puis je suis d'accord que dans certains cas, si tu n'as pas les moyens de mettre une armée de 3 millions d'orques, mets-en pas. C'est ça. Si tu n'as pas les moyens de faire une bataille de vaisseaux spatiaux, des fois, tu es mieux de pas en mettre. Mais des fois, tu le fais avec des effets spéciaux faits en caoutchouc puis en styromousse. Mais puis c'est super bon. Star Crash, ouais, c'est ridicule. Mais c'est super bon. C'est charmant. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que, bon, là, je finis vite pour le reste, là, mais c'est ça. One of the most boring, nonsensical, illogical fantasies in a long time. Illogical fantasies, OK? Fantasy. Hein? Parce que c'est un conte de fées. Illogique. La logique, c'est le rationnel, OK? Le conte de fées, c'est les émotions, puis l'émerveillement, puis la mythologie. La logique, la mythologie. C'est pas... Ce qui est illogique, c'est la critique du monsieur.
parce que c'est dénué de bonne foi. Là, je finis, là, mais tu sais, John Nobbin dans Different Worlds Magazine, donc c'est plus récent. Non, en fait, c'est de cette époque-là, je parle. Tu sais, with the advent of... il dit que le film est pourri, essentiellement. Il y a rotten films, puis etc. Puis là, il dit Hollywood, parce que, là, c'est au début du VHS, parce que le VHS n'est pas encore rendu le gros truc, Hollywood va continuer de sortir des films pourris, puis avec un ton très méprisant, vous le lirez au complet si vous voulez, c'est sur Wikipédia, sur la page anglaise de Krull. Ben, c'est ça, ben, non. Puis les effets spéciaux sont pourris. House Next Door critique, c'est plus récent. Clunkiness and Uncertain Production Design, ça c'est toujours ça, c'est Stephen Boone sur House Next Door critique. Clunkiness and Uncertain Production Design of a cheapie like Beastmaster. Ben, c'est ça, Beastmaster avec le gars qui jouait dans V, là, je pense, là, qui est une copie de sous-copie de Krull, là, c'est à peu près au niveau de Hathor de Flying Eagle de Joe D'Amato. Je pense que c'est Joe D'Amato qui l'a fait, au moins un des trois. Les films de Sinbad avec Lou Ferrigno, tu sais, ouais. C'est à ça que la critique compare Krull. Ben, c'est Uncertain Production Design. Je veux dire, c'est ça, moi, ce qui me déconcerte quand je lis un truc comme ça, puis là, je finis là-dessus, ok? C'est que l'argument ici, c'est que le gars, il méprise le film. Parce que tout ce qu'il dit est pas... tu sais, il dit uncertain. Je pense que c'est comme ça que dans sa tête, il sauve l'honneur, sa pudeur, là, sa bonne foi, est-ce qu'il se convainc lui-même qu'il n'est pas de mauvaise foi, ce qui, à mon avis, il est. Okay? Ce que, à mon avis, il est. Ben, c'est ça, il dit uncertain production design. Donc, le production design, les décors et les costumes que j'ai mentionnés, est incertain. Mais ça veut dire quoi, incertain? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu trouves que l'univers n'est pas cohérent au niveau du design? Le design qui est absolument génial à tous les points de vue? Sauf qu'une couple d'effets spéciaux sont un peu boboches parce que c'est la technologie de 1981-82 puis qu'il y avait moins de budget. C'est un... Tu sais... Ouais... C'est ça, c'est pas des arguments de bonne foi, c'est ça. Puis bon... c'est... Frail and Silly, ça c'est DVD Talk Review en 2001. Effects totally fake and funny. Donc encore une fois, rire des effets spéciaux. Fait que c'est ça. Bon, écoutez, des fois les critiques décident qu'ils n'aiment pas un film. Puis comme j'ai mentionné, très souvent, c'est parce que le film perd de l'argent. Okay? Puis il y a des questions de politique interne à Hollywood. Puis, tu sais, moi, la politique à Hollywood, je la connais pas. Je sais que quand il y a des changements de studio, de chef de studio, ce qui arrive à tous les 6 mois, on dit, tu sais, ça arrive hyper souvent, les 2 ans, peu importe. Tu sais, Hollywood, c'est le genre de place où est-ce que quand quelqu'un se fait nommer à la tête d'un studio, il va saboter délibérément les films du gars qui sont venus avant pour que lui puisse dire que le gars avant a perdu de l'argent puis lui en a fait plus. Ça, c'est une pratique par défaut, à part de ce que moi j'ai vu. Là, c'est le genre de place comme ça. Il y a beaucoup de politique de ce niveau-là à Hollywood. Il y a beaucoup de poignardage dans le dos puis d'affaires comme ça. Tu sais, Jay Leno, quand il a obtenu le Tonight Show, là... bon, il y a des histoires comme ça, là, ça circule, puis moi, j'ai rien contre, personnellement, le gars, là, tu sais, il est drôle, Jay Leno, là, tu sais, il était dans le temps, en tout cas, mais c'est ça, c'est un milieu Hollywood qui est un peu réputé pour ça, tu sais, puis au niveau des critiques, ben, tu sais, je peux pas établir de théorie, ok, tu sais, mais il m'apparaît quand même que c'est ça. Moi, ce que je remarque, c'est quand le film perd de l'argent, et les gens ils disent que c'est ridicule, puis ils blâment les effets spéciaux, puis ils disent que tout le monde devrait avoir honte de participer à ce film-là, puis les gens qui ont participé au film ont des carrières dans ce milieu-là, c'est ça l'affaire. Fait qu'eux, ils sont un peu obligés de trouver une manière de sauver la face, puis de continuer à côtoyer ces gens-là dans un milieu où ce qui compte, c'est as-tu fait de l'argent? T'sais. Où le seul critère de succès, en vérité, c'est l'argent. T'sais. Woody Allen a fait des films toute sa vie parce que tous ses films font de l'argent. Puis John Waters, que j'adore John Waters, ok? Bon, qui a fait Pink Flamingos, puis des films de mauvais goût, puis des trucs comme ça, des films, comme on dit, trash, là. Mais brillant, super drôle, etc. Bon.
Ben, quand est-ce qu'il a arrêté de faire des films? Quand il a fini par en faire un après 20 ou 30 ans de carrière, il a fini par en faire un qui avait perdu de l'argent. C'était son premier. Ben, ça a été son dernier film. Je pense que c'était Pecker. Puis il était super bon, tu sais. Ça fait que c'est un peu ça le principe. Puis, tu sais, fait que quand on voit des critiques de films qui disent que le film est pourri, puis quand on voit à quel point c'est déconnecté du film lui-même, puis vous avez le droit, si vous n'avez pas aimé ça, Krill, vous avez le droit, là. Moi, j'aime ça. C'est pas une loi que le monde est obligé d'aimer ça. Moi, je trouve ça super cool. Je vous ai dit pourquoi. Bon, après ça, on voit pas toujours le même film de la même manière. C'est légitime, là. Mais eux, ils ont vu carrément un autre film. Puis des fois, je me demande s'ils l'ont vu tout court, là. Tu sais, c'est ça, comparer le film à dire que c'est une copie d'Excalibur, là, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout. Puis tu sais, c'est ça, dire que le film manque d'originalité, ben encore une fois, allez voir les trucs que je vous ai dit tantôt, là, tu sais, ou de profondeur ou quoi que ce soit. Fait que c'est vrai que ça va dans tous les sens, mais c'est un conte de fées, puis est-ce que ça aurait pu être plus efficace? Oui. C'est pas la fin du monde non plus, c'est ça l'affaire, tu sais. Bon, fait que c'est ça, fait que bon, fait que c'est ça, les critiques disent que c'est pourri, puis tout le monde dit que c'est pourri, puis arrow sur le baudet, puis si vous êtes dans la cour d'école, ok, vous prenez 100 enfants dans une cour d'école, puis vous leur donnez le choix de venir, d'aller, tu sais, donner le choix d'aller voir soit le jeune garçon populaire qui est dans l'équipe de football ou de que sais-je encore, ok, puis qui a plein d'amis, ok, t'as le choix là, faut que tu ailles en choisir un des deux, ok. Celui qui a plein d'amis puis que tout le monde rit de ses jokes, là, de ses blagues, ou ben donc celui que tout le monde rit de lui puis lui donne des taloches. Lequel que l'enfant choisit? Il choisit le populaire. Puis de qui est-ce qu'il rit dans la bande populaire? Du petit gars, qui reçoit des taloches. OK? Parce que l'homo sapiens, c'est un animal social. Puis dans le fonctionnement du corps social, il y a un élément de tout ça. Puis les critiques carburent là-dessus. Puis les politiciens aussi, ils savent ça, là. Puis les agents de marketing savent ça. C'est pas sorcier là, comme mécanisme. Là, okay? C'est pas compliqué. Là. Fait qu'est-ce que c'est un complot? Non. C'est même la gamique. C'est ça le truc. Puis les gens savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Puis c'est ça. Puis si t'es un critique de film, des fois, t'as juste besoin d'être méchant pour prouver que t'es... T'as besoin d'être méchant parce que ton mépris va prouver que t'es meilleur que les autres. Comme dans une cour d'école. Puis il y a beaucoup de ça dans ces critiques-là, me semble-t-il en tout cas. Puis, tu sais, si on se souvient, tu sais, puis dernier truc que je vais dire, bon, ça c'est une production anglo-américaine. Bon, est-ce que c'est un film hollywoodien, ça se discute, mais, tu sais, enlever Hollywood aux États-Unis, puis à quel point aurait-il pu maintenir un empire pendant 80 ans? Ok. Ben, c'est un peu ça leur truc. C'est un peu ça qui les a vraiment aidés. Là, puis ils ont fait beaucoup d'argent avec ça. Puis ils ont eu un énorme capital culturel avec ça. Puis moi, il me semble en tout cas que ben, c'est ça. Quand certainement, dans le cas d'un film britannique, je ne sais pas, ça serait intéressant parce qu'ils sont à la fois alliés et plus ou moins. Ils sont alliés fondamentalement. Les Américains et les Britanniques, c'est à peu près les seuls vrais alliés dans cette alliance-là. Mais ils ont aussi des conflits internes, puis des rivalités internes, puis des jalousies internes, là, entre eux autres. Mais ce qui est certain, c'est que quand ils parlent d'un film italien, ou peu importe, les rares fois qu'ils en parlent, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est ridicule. C'est pour dire qu'il faut le mépriser parce qu'ils n'ont pas d'argent. Eux, ils en ont de l'argent. On le voit à l'écran. Regardez mon film. Bon, fait que c'est ça, ils ne sont pas payés par le président américain ou par la CIO, quoique des fois ils le sont. Là. Ils ont fait un film, le film d'animation sur La ferme des animaux de George Orwell des années 50, puis une adaptation de 1984 dont je parlerai peut-être un jour sur la chaîne. C'est carrément des productions payées par la CIA. Là. J'ai vu ça, je vérifierai une troisième fois pour être certain. Mais tu sais, bon, fait qu'il y a ce niveau-là aussi. De belles idées, des films comme ça. L'armée américaine est donc bien beau et puissant. Leurs avions sont donc bien beaux, leurs pilotes sont donc bien séduisants. Tout le monde est tellement talentueux et bien intentionné, vertueux et justicier. Bon, fait que c'est ça. Bon, fait que ouais, puis ouais. Ces films-là ne sont pas painfully dérivatives et non pas des effets spéciaux ridicules que tu devrais avoir honte d'aimer ça. Le film, c'est ça. Voyez-vous, c'est un peu ça la logique. Puis je pense que c'est ça, ça, il y a une logique inhérente, il y a une culture en général, il y a une manière d'être. Puis
c'est ça, il y a une forme de, j'oserais même dire de complicité, j'en parle souvent, mais comment est-ce que ça se manifeste, la complicité, dans un empire ou un truc comme ça? C'est comme ça. Ben, puis c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Tu sais, je lisais, j'ai regardé une vidéo hier sur un gars qui parlait de la propagande en URSS, en Russie, en fait, aujourd'hui. Puis, bref, peu importe, c'est un sujet pour un autre jour, là, mais c'est ça, ça se passe pas de la manière qu'on pense que ça se passe. Puis, euh, même si le phénomène est très différent en Russie, il y a un effet d'accumulation à un moment donné. Voilà, qui fait que t'embarques dans la. T'es dans la chaloupe, puis tu sais qui est-ce qu'il faut que tu méprises, puis qui est-ce qu'il faut que tu. T'sais, qui est-ce qu'il faut que tu trouves qui est bon, puis t'applaudis lui parce qu'il fait de l'argent, puis tu craches sur lui parce qu'il en fait pas. Puis des fois, tu décides que c'est avantageux pour toi, comme pour The Thing de Carpenter. Tu décides que tu vas dire que c'est pourri pour des raisons politiques. Encore une fois, j'en parlerai peut-être un autre tantôt, mais ultimement, quand vous allez voir le contexte de 82, c'est parce que Reagan, il y avait dans le discours républicain à l'époque une équivalence qui était faite entre la violence au cinéma, qui date du slasher, okay, qui a eu un, pas qui date du slasher, mais la violence au cinéma telle qu'elle s'exprimait de manière spectaculaire dans les slashers de type Vendredi 13. Puis Vendredi 13, c'est une copie de Halloween. Puis Halloween, c'est Carpenter. Et Carpenter avait déjà en partant une cible sur le front. OK? Puis, dans le discours républicain que je vous invite à aller voir à l'époque, ok, ben, il y avait une équivalence entre ça puis la pornographie, qui commençait vraiment, qui était populaire depuis 10-15 ans, dans les cinémas puis tout ça, là, mais là, le VHS commençait tranquillement pas vite. Fait que là, on allait embarquer dans la grosse période là, où est-ce que la porno allait devenir un mastodonte culturel, n'est-ce pas? Fait que c'est ça, ça fait que dans le discours à l'époque, le discours, c'était que, c'est ça, la violence au cinéma, c'est mal, et on le voit parce qu'il y a les slashers qui sont hyper gore, puis ça, c'est pornographique, puis c'est comme la porno, même s'il n'y en a pas de gore dans Halloween, mais ça, c'est pas important, parce que c'est jamais important. Ce qui est important, c'est l'histoire qu'on raconte, c'est pas si c'est vrai. Vous voyez ces critiques ici, c'est ça. Puis là, Carpenter sort de Thing, puis c'est vrai que c'est hyper gore, puis tout ça, mais c'est aussi un flop économique, c'est un flop financier. Ça fait pas d'argent. Pourquoi? Parce que le monde voulait voir E.T., Carpenter le dit souvent, il voulait voir un gentil extraterrestre, il filait pour ça. Ça arrive, ça aussi. Il voulait pas voir le gros monstre, il voulait voir le gentil extraterrestre. Fait que ça pas, ils ont perdu de l'argent, puis les gens étaient trop violents, les gens étaient pas capables de le prendre à cette époque-là. Bon. Fait que le film a été un flop. Alors, le film perd de l'argent, c'est un film pornographique, Carpenter devrait avoir honte, ça a ruiné sa carrière. Puis le consensus critique à l'époque, c'est ça. Puis les acteurs sont mauvais, tout est mauvais dans le film, c'est mal réalisé, c'est mal tourné. C'est pas vrai, là. Il n'y a rien de ça qui est vrai. Mais politiquement, c'était ça que les gens voulaient raconter. Puis les critiques ont dit ça. Puis les critiques n'ont pas dit ça parce que c'est un autre qui venait d'en haut, parce qu'ils ont une position à maintenir dans leur écosystème Hollywood, puis ils comprennent c'est quoi la vibe, puis ils ont une job à faire, puis ils ont 500 mots à écrire pour aujourd'hui, puis c'est un peu tous ces facteurs-là, des facteurs de cours d'école, puis voilà. Puis associés à la politique de la cour d'école. Fait que voilà pour les critiques, puis voilà pour Krull, c'est ça. Puis c'est des fois les critiques ils disent des trucs intéressants quand même, c'est pas tout pourri, puis je veux dire, Baudelaire était critique, là, c'est pas parce que c'est mal en soi, puis ce que je fais, c'en est un peu de la critique. On pourrait appeler ça de la critique, mais il y a une manière de bonne foi, puis comme industrie en général, l'industrie de la critique, je pense qu'elle est très compromise, puis ça se manifeste par les genres de commentaires qu'on a là-dedans, puis je finis en disant que si vous n'aimez pas ça, c'est très légitime. Je vous demande pas de. Je vous oblige pas à aimer ça. Mais si vous n'aimez pas ça, aimez ça pour vous-même. Aimez pas ça parce que le gars dans le cours d'école a dit que t'étais pas cool si t'aimais ça. T'étais pas cool si t'aimais ce film-là. Ça, c'est très fréquent. Puis c'est un peu ça que les critiques font. C'est beaucoup ça, en vérité, qu'ils font. T'es pas cool si t'aimes ça. Moi, j'aime ça. Puis, écoutez, gardez ça pour vous-même, mais moi, je me trouve cool. Fait que si vous avez écouté jusqu'ici, vous êtes aussi très très cool. Je vous aime dans mon profond. Puis si vous avez,
je vous invite à l'écouter, Krull, ou pas. Mais moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Puis je pense qu'encore une fois, c'est un autre film avec lequel on a été très injuste. Puis c'est cool, Krull. Ça fait que, merci, la vie est belle, vie longue et prospère. À la prochaine.